Donc, la présentation qui s'intitule Trajectoire d'évolution des réseaux de haies, du diagnostic territorial aux outils de simulation, donc sera présentée à 4 voix, à la fois Mathilde Guimois et moi-même qui sommes rattachés à l'Université de Caen et puis au laboratoire ID, et puis Thibaut Preux qui a été canet, mais aujourd'hui est à l'Université de Poitiers, et puis Sébastien Rey qui intervient principalement sur la partie simulation. Il fait partie de la même unité, mais en étant rattaché à l'Université de Rouen. Donc, des géographes. Et d'ailleurs, l'intitulé dans le projet, c'était l'apport de la géographie à ces questions. Alors, on va vous présenter les résultats pour l'axe 2 sur les déterminants sociotechniques de l'évolution de la ressource, avec une entrée qui est clairement géographique, vous allez le voir. Et en gros, on s'est posé question sur les trajectoires d'évolution des bocages, quels sont les moteurs de l'évolution de ces bocages, à la fois moteurs fonciers ou autres qui ont une inscription spatiale, et puis des moteurs aussi en matière de gestion de ces haies, et puis ce qui nous permettra de déboucher sur un prototype de simulateur qui pourrait à terme être un outil pour aider les gestionnaires ou accompagner les gestionnaires autour de la gestion de ces haies. Donc, et puis on terminera effectivement par un échange avec les participants. Donc, sans plus attendre, puisque le temps est un peu serré, je passe la parole à Mathilde. Bonjour à tous, donc moi je suis Mathilde Guimois, je suis doctorante à l'Université de Caen et moi je fais une thèse qui porte sur la trajectoire des paysages bocagers de la Normandie au Grand Ouest et qui se fait sous la direction de Daniel Delahaye et le co-encadrement de Romain Relier. Donc c'est une thèse qui va s'intégrer dans le projet RESPECT, notamment dans la reconstruction des trajectoires d'évolution des réseaux de haies. Donc, depuis la Seconde Guerre mondiale, le bocage, c'est un paysage qui va connaître de fortes mutations paysagères qui vont être sans précédent pour le paysage. On va avoir la rationalisation des parcelles, l'augmentation des exploitations agricoles et de leurs parcellaires. Et tout ça va induire des conséquences, notamment sur la structure paysagère bocagère. L'occupation du sol va évoluer, le linéaire de haies aussi, et ce qui va induire des conséquences sur la qualité du maillage bocager et la dynamique des ruissellements et les autres services écosystémiques rendus. Donc, la méthodologie pour reconstruire les trajectoires d'évolution des réseaux de haies va être en trois étapes. On va tout d'abord faire un inventaire des données historiques. Donc, moi, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à des données qui remontent jusqu'en 1830, mais pour aujourd'hui, je vais vous présenter les données plus récentes post-Seconde Guerre mondiale. Et donc, tous ces documents, que ce soit cadastre, images aériennes, sont intégrés dans un SIG historique qui va évoluer au fil des périodes, ce qui va permettre de reconstituer la trame bocagère sur 2 siècles. Enfin, la troisième étape, ça va être de simuler avec le modèle multi-agent Lascar qui a été déjà présenté lors d'un précédent webinaire. On va simuler des épisodes de pluie pour mettre en évidence la connectivité de chaque parcelle et le rôle joué par chaque élément de la structure bocagère, toujours au fil des reconstructions. Donc, l'étude va s'intéresser à plusieurs bassins versants. Donc, 3 ont été identifiés avec le projet RESPECT. Ça va être le bassin versant du Tortillon qui se situe dans le Calvados, le bassin versant de la Jousse Linière dans les Pays de la Loire, le sous-bassin versant amont du Guer dans les Côtes d'Armor. Et on a 2 autres zones qui ont été ajoutées par rapport à la thèse, ça va être le bassin versant de Catillon qui est dans le Bessin, donc toujours dans le Calvados, et le bassin versant de la Divette qui est dans le nord de la Manche. Donc, ça nous permet d'obtenir un observatoire avec des bocages différents, avec comme vous pouvez le voir, des densités bocagères très variées. Sur les 3 zones du projet RESPECT, on est sur des densités plutôt faibles, alors que sur les 2 autres, on a des densités plus élevées. Donc, aujourd'hui, les résultats que je vais vous présenter sont portés sur le bassin versant du Tortillon. Donc, ce dernier, c'est un petit bassin versant, il fait une dizaine de kilomètres carrés, il est essentiellement agricole, on est sur un système de polyculture et d'élevage. On a un bocage qui est altéré depuis les années 80, le linéaire de haies il est aujourd'hui à 72 km, ce qui représente une densité de 72 mètres par hectare. Donc ici, vous avez la reconstruction de 1944. Donc, vous pouvez voir que le bassin versant est essentiellement herbagé. On a commencé une vague herbagère au début du XXe siècle. Et en 1944, on se retrouve avec 56% de prairies et 30% de culture. Le maillage bocager, les parcelles en soi, elles sont de petite taille. On est vraiment sur des parcelles resserrées. On a des vergers qui sont très présents au niveau des habitations. Et également un linéaire de haies qui est fortement présent. On est à 186 km au total. En 1964, vous voyez, les prairies continuent à progresser. On a 58% contre 29% de culture. Les parcelles ont déjà commencé à s'agrandir, mais légèrement. Et le linéaire de haies est à 142 km, soit légèrement inférieur à 44.
En 1984, ici, on est à l'époque charnière où les cultures vont commencer à prendre le dessus sur les prairies. On est quasiment 50-50. Les parcelles ont pour la plupart déjà elles se sont bien agrandies. Les vergers, quant à eux, commencent à vraiment diminuer dans la zone d'études. Et les linéaires de haies, ils sont vraiment réduits. On est à 107 km. En 2001, là, le paysage a totalement été modifié. On est sur des parcelles beaucoup plus grandes en termes de taille. Les cultures sont également très importantes, 50% contre 37% de prairies. On a aussi une nouvelle mode d'occupation du sol, ça va être les pépinières qui vont se développer dans le centre et sur le secteur ouest. Et les haies, elles ont été largement réduites. On est à 77 km. Et enfin, en 2020, on est sur un paysage essentiellement cultivé, 55% de culture, 29% de prairies. Les pépinières prennent également de l'essor et on est sur des parcelles qui sont nettement agrandies. On a un linéaire de haies à 72 km et pour finir, on voit que les prairies sont essentiellement localisées au niveau du cours d'eau. Donc, en 70 ans, on a pu le constater, on a une grande évolution de l'occupation du sol et surtout, elle s'est accélérée sur ces 70 dernières années. Ici, le graphique reprend l'évolution depuis 1830 et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une grande vague herbagère qui va, à partir des années 50, on va avoir un phénomène inverse, les prairies vont fortement régresser et les cultures vont fortement augmenter. Qu'est-ce qui va se passer? Suite à la Seconde Guerre mondiale, on va avoir la mécanisation de la production agricole, avec l'arrivée des machines, l'utilisation plus courante d'engrais, et donc ça va modifier les pratiques d'usage agricole. Et donc, en soi, on va avoir une augmentation des surfaces de culture et une diminution des prairies et des vergers, ce qui va amener à une simplification de la mosaïque paysagère. Donc, au cours de ces 70 ans, on va assister à un virage progressif vers un système de culture aux dépens des prairies qui vont être de plus en plus limitées au fond de vallée. On a pu le voir aussi sur les cartes, la taille moyenne des parcelles va augmenter au fil des reconstructions, notamment celle des cultures. Donc, dans le graphique, ça correspond au bâton marron. On va passer de 1,14 hectares en moyenne pour une culture à 3,2 hectares en 2020, donc une augmentation très importante. Pour les prairies, les tailles des parcelles vont augmenter, mais beaucoup plus lentement, et elles vont surtout stagner, se stabiliser depuis les années 90. Elles sont ici en vert clair. Donc, on va avoir une rationalisation du parcellaire dans la zone d'étude qui va conduire à une simplification de la maille paysagère. C'est ce qui est ici illustré. Donc, vous avez en 1944 5 parcelles. En 92, il n'en reste plus que 3. Et enfin, en 2020, il n'y en a plus qu'une seule. C'est une parcelle de culture qui fait 6,5 hectares. Donc, les principales dynamiques parcellaires qu'on observe depuis 64 et 2020. Donc, pourquoi 64? Parce que c'est à partir de cette époque que les prairies vont commencer à diminuer dans la zone. Donc, entre ces deux dates, on va gagner 295 hectares de culture. Et c'est ce que la carte reprend ici. Vous avez en marron toutes les cultures qui vont être fusionnées entre 60 et 2020. En vert, toutes les prairies qui vont être diminuées, régressées. Et en rouge, on va avoir les haies qui vont être supprimées entre ces deux dates. Donc, en tout, c'est 72 km de haies qui vont être supprimées depuis les années 60. Et elles ne vont pas être supprimées, elles vont être supprimées un peu partout, mais surtout dans des secteurs privilégiés. Ça va être les anciennes parcelles de prairies de petite taille qui font en moyenne moins de 1 hectare. Ce sont là les secteurs qui vont être les plus touchés par le remembrement et l'arasement des haies. Donc, vous voyez ici le lien entre la conversion des prairies en culture, l'augmentation de la taille des parcelles et la réduction des linéaires de haies. Ici, le graphique reprend l'évolution du linéaire de haies qui va régresser donc, au fil des périodes. Donc, on va avoir en tout 61% du linéaire de haies qui va diminuer entre 1944 et 2020, ce qui va engendrer également une baisse de la qualité du maillage bocager. Donc, on a calculé l'indice de connectivité. En 1944, il est à 74%. En 2020, il n'est plus qu'à 46,2%. Donc, également ici, une grande diminution de la qualité bocagère. Au niveau du grain bocager, depuis les années 60, on observe une augmentation des distances entre les parcelles et les haies. On va avoir un élargissement du grain bocager dans les zones où les cultures se sont regroupées, dans ces secteurs, par exemple ici ou ici, et qui aujourd'hui ont des surfaces très élevées. Le grain, cependant, bocager va rester fin au niveau des fonds de vallée. Donc là, on va retrouver les prairies avec les linéaires de haies bien présents.
Donc, la baisse des linéaires de haies et l'augmentation des surfaces de culture va amener des conséquences sur la dynamique des ruissellements, puisque on va avoir plus de ruissellement en 2020 comparé aux époques précédentes. En 2020, on note 617 hectares de culture qui vont être traversés par les ruissellements lors d'un épisode de pluie, contre seulement 144 hectares en 1944. Et comment ça se traduit aujourd'hui? Donc, vous avez ici une image aérienne, et en bleu, c'est les chemins de ruissellement quand il pleut. Et vous voyez bien que les ruissellements parviennent à passer à travers les haies qui sont discontinues, ou bien au pied des haies parallèles à la pente, et elles parviennent jusqu'au cours d'eau. Donc, tout ça va augmenter les enjeux qui sont liés à l'érosion hydrique, comme les pertes en sol, l'érosion, et également pour le cours d'eau, la pollution des milieux aquatiques. Enfin, pour revenir aux haies et revenir aux 5 bassins versants qui font partie de cette étude, on s'est intéressé à reprendre leurs évolutions depuis 1944 afin de voir est-ce que ce sont des dynamiques qui sont similaires à toutes les zones du Grand Ouest. Et effectivement, la rationalisation du parcellaire, la simplification de la maille bocagère va depuis les années 1940 affecter directement les linéaires de haies à travers les 5 zones, mais de façon différenciée. Vous avez ici dans ce graphique la première courbe qui est celle du bassin versant dans la Manche, qui va avoir une diminution, mais moindre comparée aux autres, de 25% du linéaire de haies depuis 1944, ce qui va lui permettre de garder une densité bocagère plutôt élevée de 150 mètres par hectare, à l'instar du tortillon que nous avons déjà vu, qui va perdre 61% de son linéaire de haies depuis les années 40. Pour le bassin dans les Côtes d'Armor, on va être sur la même tendance, une forte diminution du linéaire de haies, contrairement aux jousses linéaires et aux bassins du Bessin qui vont aussi avoir une diminution, mais un peu moindre comparé aux autres. Donc, pour tous les bassins, le linéaire de haies va fortement régresser. On va juste avoir des dynamiques différentes entre les secteurs. Mais pour tous, la réduction continue des services rendus, enfin, la diminution des haies va amener une diminution des services rendus par les haies, donc biodiversité, brise-vent, régulation hydraulique, climatique, etc. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Et je passe la main à Thibaut. Merci Mathilde. Je vais donc partager mon écran. Voilà, normalement ça devrait fonctionner. Merci Mathilde. Donc, je vais donc à la suite de ce que vient de vous présenter Mathilde, moi, insister un petit peu sur l'envers du décor, essayer d'expliquer un petit peu ces dynamiques paysagères. Et je vais insister plus particulièrement sur le rôle des transformations foncières des exploitations agricoles dans l'évolution de ces paysages de bocage. Je vais le faire à partir donc, de mes travaux de thèse que j'ai soutenus en 2019 à l'Université de Caen, sous la direction d'Aniel Delahaye et de Maxime Marie. Alors, pour revenir très rapidement sur quelques éléments de contexte, Mathilde l'a très bien souligné à partir de l'exemple ici du bocage virois et de ses différents terrains de thèse, mais on fait le constat global d'une érosion du linéaire de haies en France, avec des statistiques qui sont extrêmement difficiles à obtenir à l'échelle nationale, mais néanmoins incontestables sur la dynamique en cours. Cette érosion du linéaire de haies, elle s'accompagne également d'une transformation qualitative de la forme des haies, avec un maillage qui devient très irrégulier, et par une uniformisation des types de haies sur le territoire, là où les géographes ruralistes des années 1950 relevaient une très, très grande diversité, une très grande mosaïque de terroirs bocagers, depuis les Ragos, par exemple, dans le pays de Rennes, jusqu'au bocage en damier du Bessin. On a une forme d'uniformisation qui s'opère sous l'effet notamment de la transformation des pratiques d'entretien. Cette évolution générale des linéaires de haies, elle vient percuter un autre processus qui, depuis les années 2000, conduit à une forme de patrimonialisation, ce qu'on appelle en géographie une patrimonialisation, c'est qu'on va affecter des nouvelles valeurs à ces haies, des valeurs écologiques, des valeurs sociales, des valeurs symboliques, et que donc il y a une forme de tension entre cette évolution du paysage de haies et cette logique de patrimonialisation et la mise en évidence de nouvelles fonctions. Il y a une forme, la problématique principale à mon sens, c'est qu'il y a une forme de déconnexion entre les nouveaux services que l'on attribue à ces haies, qui sont rendus à la collectivité, et pour autant, ces haies, elles sont toujours inscrites dans l'espace agricole. Pour mes terrains de thèse, à 95%, les haies étaient inscrites dans la SAU, dans la surface agricole utile, et donc elles obéissent à des logiques propres à l'évolution des structures agricoles et au système foncier agricole. Et donc ça, à mon sens, il y a un enjeu très fort à réinscrire l'objet haie dans une trajectoire historique, dans l'évolution, dans le sens de l'évolution technique, sociale, foncière des exploitations agricoles, et dans une dimension géographique.
elles sont le produit du fonctionnement d'exploitations agricoles qui sont inégalement distribuées dans l'espace géographique. Alors, jusqu'ici, le modèle explicatif générique qui était utilisé, qui est encore utilisé aujourd'hui dans les livres, par exemple, d'histoire au collège, j'ai encore vérifié très récemment, c'est celui d'un effet massif des remembrements qui expliquerait l'essentiel des transformations paysagères observées en domaine bocager. Or, cette explication me semble extrêmement limitée, puisque quand on regarde aujourd'hui la cartographie des remembrements et celle des densités de haies, il y a des choses qui ne collent pas. Et par ailleurs, ces remembrements sont beaucoup plus fortement encadrés depuis les années 1970 et à plus forte raison depuis 2005. Or, on continue à observer des transformations des paysages de bocage. Et donc, il y a d'autres processus qui sont à l'œuvre qui expliquent ces transformations des paysages. Et c'est donc sur ces processus que j'ai travaillé plus particulièrement dans le cadre de ma thèse, l'objectif était d'essayer de comprendre un petit peu quels étaient les moteurs de la transformation des paysages de bocage. C'est une thèse de géographie dans laquelle on considère que les paysages agricoles sont le produit du fonctionnement des exploitations agricoles dans l'espace. Et ma thèse s'appuyait sur une hypothèse assez forte qui était de dire que finalement, c'était l'évolution de la structure foncière des exploitations agricoles qui constituait l'un des principaux moteurs de la transformation des paysages de bocage. Alors, ce travail de thèse, je ne vais pas tout vous présenter ici, je n'en aurai pas le temps, mais il s'est organisé à 3 échelles géographiques. J'ai d'abord cherché à comprendre à l'échelle de l'ouest de la France quelles étaient les conséquences spatiales des transformations agricoles à partir de données classiquement utilisées en géographie autour du recensement agricole et du registre parcellaire graphique. L'ouest de la France étant un espace d'études extrêmement intéressant parce que c'est un espace très bocager dans lequel on a une filière laitière qui est prédominante. Cette filière laitière, elle est en pleine restructuration depuis maintenant plusieurs décennies. Donc, je n'insisterai pas dans le cadre de cette présentation sur cette échelle régionale. Vous pourrez trouver les principaux résultats dans le travail de thèse qui est en ligne. Ensuite, à une échelle plus fine, j'ai retenu 4 espaces dits laboratoires dans cet espace du Grand Ouest de la France, donc le Pays d'Auge, le Bessin, le Sud-Manche et le bocage virois, qui sont tous situés en domaine bocager et laitier, mais qui présentent des configurations, on va dire, productives un petit peu différentes, ce qui permettrait d'avoir une comparaison assez intéressante sur le temps. Et donc, dans ces 4 espaces d'études, ce que j'ai fait, c'est d'utiliser des systèmes d'information géographique, un petit peu comme l'a présenté Mathilde juste avant pour son propre travail, où j'ai reconstitué l'évolution du paysage dans le temps et également l'évolution des trajectoires foncières des exploitations agricoles à partir des données du registre parcellaire graphique. Et puis enfin, à une échelle plus fine, j'ai mené un travail d'enquête par questionnaire et d'entretien auprès de à peu près 200 agriculteurs pour essayer de comprendre de manière un petit peu plus fine quelles étaient les conséquences sociales, techniques, productives de l'agrandissement des exploitations agricoles. Alors, j'en viens à quelques éléments de résultats, quelques éléments qui me semblent peut-être un peu saillants. Je vais passer dans un premier temps assez rapidement, parce que ça rejoint ce que Mathilde vous a dit, sur le constat un peu de l'évolution des paysages agricoles entre 2003 et 2016, qui étaient un peu les 2 bornes temporelles sur lesquelles je m'étais fixé. Donc, on retrouve sur les 4 terrains d'études des dynamiques paysagères similaires, c'est-à-dire une substitution des prairies permanentes par des cultures, un agrandissement et une rationalisation de la trame parcellaire, et puis une diminution assez sensible des densités de haies sur les terrains d'études, qui va de moins 20% pour le Pays d'Auge jusqu'à moins 40%, moins 50% pardon, sur des terrains comme le bocage girois ou le Sud-Manche, où là, la dynamique de transformation des paysages a été beaucoup plus importante. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'insister davantage sur la dimension spatiale de ces transformations. Quand on essaie de les cartographier, c'est l'image que vous avez ici à l'écran, c'est une cartographie de ces transformations du paysage entre 2003 et 2016 sur un de mes terrains d'études. Ce qui frappe, c'est a priori l'absence de logique spatiale, d'organisation spatiale de ces transformations. On a des transformations qui s'inscrivent dans le paysage vraiment par petites touches, un peu à la manière d'un tableau impressionniste. On est ici en Normandie, donc je reprends l'analogie, mais on a vraiment des transformations qui vont vraiment se faire de manière discrète et discontinue spatialement dans le paysage, avec tout de même deux zones de stabilité du paysage qui se font plutôt autour des hameaux et dans les fonds de vallée. On y reviendra après, ça renvoie plutôt ici à des logiques foncières. Le deuxième élément par rapport à la dynamique des paysages sur lequel je voudrais insister, c'est que quand on regarde de manière un petit peu plus fine sur les haies, l'évolution des réseaux de haies, et que l'on s'intéresse à la localisation des haies qui ont été arrachées entre ces 2 bornes temporelles, on voit qu'on a une forte concomitance entre les arasements de haies
et le regroupement des parcelles agricoles. Ce 44% du total de linéaire de haies arrachées se fait entre des parcelles qui ont été regroupées entre ces deux dates. L'autre élément important ici, c'est que finalement, la contribution des activités qui sont en dehors de l'agriculture à cette dynamique d'arasement est assez faible, puisqu'on n'a que 4% du linéaire de haies qui est arraché, qui est situé en dehors de la surface agricole utile. Alors, ce rapide tableau des transformations du paysage pose la question des processus sous-jacents qui contrôlent les dynamiques paysagères. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu l'envers du décor et de regarder plus précisément quel va être le rôle des transformations foncières des exploitations agricoles dans cette dynamique générale d'évolution des pays. Alors, si on regarde d'abord les choses à l'échelle des parcelles agricoles et que l'on s'intéresse à l'évolution des parcelles sur le plan paysager selon l'évolution de leur statut foncier. Ce que l'on voit ici, c'est que les parcelles qui changent d'exploitant entre deux dates sont des parcelles qui ont un risque, entre guillemets, une probabilité de voir leur morphologie, leur occupation du sol ou leur réseau de haies se modifier de manière assez significative. Vous voyez ici qu'on a à peu près 70% des parcelles agricoles qui changent de main entre deux dates qui ont également une transformation de leur morphologie, alors que ça ne concerne que 20% de l'ensemble du parcelle. C'est typiquement l'exemple que vous avez sur la partie droite de cette diapositive. Ici, on a un ensemble de parcelles agricoles qui a changé d'exploitant entre deux dates, et ce changement d'exploitant s'accompagne d'une transformation du paysage avec des retournements de prairies, avec des regroupements de parcelles et des arasements de haies. Ensuite, quand on regarde les choses, non plus à l'échelle des parcelles agricoles, mais cette fois-ci à l'échelle des exploitations, ce que l'on remarque de manière assez forte, c'est que les exploitations agricoles qui sont engagées dans des logiques d'agrandissement, ce sont les types ici C2, C1, C2, C3, C4 que vous avez à l'écran, et bien dans ces exploitations, il y a des modifications significatives des assolements. Ces assolements, cette transformation des assolements, elle se fait majoritairement dans le sens d'une augmentation des surfaces cultivées et plus précisément dans deux dynamiques qui sont concomitantes. C'est une intensification fourragère, c'est-à-dire une substitution de prairies permanentes par du maïs fourragé ou des prairies temporaires, mais les prairies temporaires, elles sont en fait intégrées dans des rotations culturales. Ou l'autre dynamique, c'est également une céréalisation de ces systèmes de production. Et on voit ici de manière assez forte, entre 60 et 70% des exploitations qui s'agrandissent profitent de cet agrandissement pour modifier les combinaisons d'assolement, et on verra après que ça s'explique de manière assez nette. Même chose quand on regarde l'effet de cet agrandissement des exploitations sur, cette fois-ci non plus les assolements, mais les arrachages de haies. On a ici la même classification donc, des dynamiques d'agrandissement des exploitations agricoles. On voit que les exploitations qui sont engagées dans des trajectoires d'agrandissement les plus importantes sont celles qui également participent le plus fortement à l'arrachage de haies. Les indices d'arrachage qui sont rapportés ici à la durée d'exercice de l'exploitation, de l'exploitant, sont beaucoup plus importants dans ces exploitations qui s'agrandissent. Un exemple ici, typique, sur un terrain que j'ai pu enquêter. Sur la partie gauche, vous avez une exploitation agricole qui est en 2007. Vous avez l'exploitation qui est située en bas à gauche de la photo. On voit un petit peu le siège. L'exploitation d'une 60aine d'hectares, parcellaires plutôt groupées, principalement en prairies qui vont être pâturées une bonne partie de l'année. Entre 2007 et 2017, cette exploitation agricole a été reprise en intégralité par un voisin qui est situé à plusieurs kilomètres. Et en fait, la reprise de ce parcellaire ici s'accompagne d'une transformation spectaculaire du paysage avec regroupement de parcelles, mise en culture, arrachage de haies. C'est vraiment quelque chose qui est assez fort ici. Le dernier point sur lequel je voudrais attirer votre attention ici, qui est un point de résultat qui me semble assez intéressant pour expliquer les transformations du paysage, c'est que ici, donc, ce que vous avez à l'écran, c'est une reconstitution, ce qu'on appelle une matrice de transfert. Donc, ça permet de représenter la manière dont les terres agricoles circulent entre les exploitations agricoles. La taille des traits est proportionnelle au volume de terre échangé entre les deux dates. Sur la gauche, vous avez les exploitations qui ont cédé du foncier agricole entre 2007 et 2013. Sur la partie droite, c'est les exploitations qui ont repris ce foncier agricole. Les exploitations sont classées par classe de taille, donc depuis le décile 1 jusqu'au décile 10. Donc, les 10% des exploitations les plus petites sont en haut, les 10% des exploitations les plus grandes sont en haut. Que nous montre ce graphique ? Ce graphique nous montre
en fait un glissement progressif du foncier agricole depuis toutes les catégories de taille d'exploitation au profit d'une catégorie d'exploitation qui est dominante ici, qui sont les 10% des exploitations les plus grandes. Autrement dit ici, les 10% des exploitations les plus grandes, qui sont sur la partie droite, correspondent de décile 10, ont capté plus de 65% du foncier libéré entre 2007 et 2013, ici sur les deux. Donc, on a un phénomène de concentration foncière. Quel va être l'impact de cette concentration foncière sur les dynamiques paysagères? En fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le poids des plus grandes exploitations ici, dans la gestion de l'espace agricole, augmente au cours du temps, et ça a un impact paysager significatif. Très rapidement ici, c'est la même représentation, hein. On a classé les exploitations non plus par classe de taille, mais par type d'orientation de production. Sur la partie plutôt qui est située à gauche de ce graphique, les types A1 jusqu'à C, vous avez des formes d'exploitation agricole qui sont peu intensives, des formes plutôt herbagères, avec des systèmes assez conventionnels en exploitation laitière. Sur la partie droite, vous avez plutôt des formes plus intensives, et je vais rapidement ici, mais plus intensives de production. Quand on regarde les transferts depuis les exploitations les moins intensives vers les exploitations les plus intensives, on voit qu'on a une asymétrie de ces transferts. Ils se font majoritairement depuis la partie gauche du graphique vers la partie droite. Quand on regarde dans l'autre sens, on voit qu'on a vraiment une asymétrie qui est ici extrêmement nette à l'écran. Donc là encore, ça traduit un phénomène de concentration foncière au profit des formes d'exploitation les plus intensives de l'espace. Pour terminer, ici, donc quand on interroge les agriculteurs sur ce qui est en train de se passer dans leurs exploitations, ce que l'on voit, c'est que l'agrandissement de l'exploitation est souvent un facteur d'intensification du travail agricole. L'agrandissement spatial de l'exploitation se fait le plus souvent à personnel constant, à main-d'œuvre constante, à collectif de travail constant. Et donc, il y a généralement une augmentation de la charge de travail après l'agrandissement de l'exploitation. Comment les agriculteurs compensent-ils cette augmentation de la charge de travail? Principalement par une mécanisation de la production agricole, par une modernisation des bâtiments d'élevage, par une automatisation de la production, par une robotisation de la traite, par exemple ici en domaine laitier. Et ça, évidemment, ça a des conséquences paysagères massives, puisque ça se traduit par une intensification fourragère, par une massification des moyens de production et donc par des arrachages de. L'autre élément intéressant ici, c'est que cette intensification du travail agricole, elle se traduit aussi par un progressif abandon ou de mécanisation de l'entretien des haies, voire même à l'externalisation de cet entretien des haies. Et ça, Daniel y reviendra juste après sur les pratiques d'entretien. Pour conclure très rapidement, ce que l'on voit à travers ce travail de thèse, c'est une poursuite du processus de transformation des paysages de bocage, en dépit d'un arrêt ou d'une modification des procédures de remembrement. Cette évolution, elle se fait vraiment par petites touches qui viennent s'inscrire dans le paysage. Dans ces évolutions, les dynamiques foncières agricoles sont un puissant facteur d'explication de ces transformations. Parce que ces dynamiques foncières sont inégalitaires, elles contribuent à renforcer le poids des systèmes agricoles les plus intensifs dans la gestion de l'espace, parce qu'il y a une asymétrie de ces transferts fonciers, on a des parcelles qui quittent des systèmes peu intensifs pour aller vers des systèmes plus intensifs, et parce que cet agrandissement, il se traduit par une modification des pratiques des agriculteurs qui ont une traduction visible dans le paysage. Donc voilà les principaux éléments que je souhaitais aborder ici. Je vais laisser la parole à Daniel qui va davantage insister sur quelque chose que moi, je n'avais pas abordé dans mon travail de thèse, qui est sur les manières dont les agriculteurs entretenaient ces formes paysages. Je vous remercie pour votre attention. Je vais arrêter mon partage. Et je passe donc la parole à Daniel. Est-ce que vous voyez le... Oui, c'est bon? C'est bon, oui. Oui, c'est bon. Parfait. Donc, effectivement, moi, je vais vous... non, on n'est pas sur la... Voilà. On va... Pardon, c'est dans le mauvais sens. Voilà. Oui, donc je vais maintenant m'intéresser plutôt
à appréhender la diversité des pratiques actuelles d'entretien de gestion des haies, et puis d'essayer d'aborder la diversité ou les déterminants, cette diversité des pratiques de gestion et les conséquences sur l'espace, toujours sur les 3 bassins repères hein, du programme GRE. Alors, je m'appuie sur des données hein, qui ont été acquises dans le cadre d'un travail par Fanny Guillou, qui est plus parmi nous maintenant puisqu'elle a rejoint, elle a trouvé un travail, donc elle a quitté le projet, mais donc elle a mené une enquête de terrain qui était une enquête par questionnaire, donc déposée dans les boîtes aux lettres, hein, dans les 3 bassins versants, donc sur 1700 enquêtés, c'est à peu près 20% hein, des ménages des trois bassins. Et le taux de retour a été de 10%, ce qui est la fourchette basse sur ce type d'enquête. Mais bon, il faut rappeler que nous étions, ça a été distribué donc entre les 2 phases de confinement, et puis il était ensuite difficile de partir relancer sur le terrain. Donc c'était une période un petit peu compliquée, ce qui explique peut-être ce faible taux. Et puis une certaine divergence de réponses, de nombre de réponses entre les différents bassins, notamment le Guéramont, qui a moins répondu que les autres, proportionnellement que les autres bassins. Donc, ce questionnaire, c'est une 50aine de questions avec 3 grands domaines, hein, sur le parcours de l'enquêté, sur le fonctionnement technico-économique de l'exploitation et puis sur les haies de la propriété. Alors, je dis bien de la propriété et j'y reviendrai tout de suite, et leur entretien, donc en essayant de décrire à la fois l'évolution spatio-temporelle du linéaire bocager et les pratiques d'entretien de ces bocagères. Alors, je dis bien propriété parce que volontairement, l'enquête ne s'est pas limitée aux exploitants agricoles, donc il n'y a pas que des exploitations, il y a aussi l'ensemble de la population de ces bassins, avec une idée sous-jacente au départ qui était, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une part de bocage qui est aussi entretenu par des gens qui ne sont pas les agriculteurs, qui peuvent être des retraités ou autres qui ont acquis des parcelles et qui peuvent les entretenir à leur manière. Alors, c'est pour cela que sur le graphique, vous le voyez ici, les agriculteurs, eh bien, ils naviguent entre 15 et 30% de l'échantillon, mais ils ne sont pas les plus importants. Par contre, évidemment, comme nous étions conscients que les agriculteurs, c'était eux qui intervenaient le plus massivement, eux, ils ont été tous contactés, hein, ou du moins tous enquêtés, de manière à recueillir le maximum d'informations. Alors, ce qui ressort clairement, c'est qu'il y a 37 agriculteurs qui ont répondu, ce qui peut sembler assez peu, mais en fait, ils exploitent en moyenne 80 à 90 hectares, donc ça fait 3000 hectares, pardon, donc 30 km², ce qui n'est pas loin de la taille des 35 km² des 3 bassins réunis. Alors évidemment, on ne peut pas dire que ce sont des parcelles qui sont toutes dans le bassin, puisque c'est des sites d'exploitation, ils peuvent exploiter des terres sur d'autres territoires. Par contre, en termes de représentativité, sur nos 30 km², les chiffres ont un vrai sens. Alors, peut-être le point aussi à mettre en avant, c'est que ces terres, elles sont gérées presque à 70% dans le cadre de fermage, hein, et il y a assez peu de terres en propriété, 30%. Il faut garder ces chiffres-là parce que on va voir qu'ils peuvent évoluer en fonction des exploitations. Et puis, des exploitations comprises entre nos 50 et nos 150 hectares, et puis quelques exploitations hein, qui sont plus importantes. Alors, le réseau de haies, il est au total de 185 km, là encore, hein, très représentatif des 3 bassins, où on mesure 225 km, donc il y a une vraie représentativité. Et à 90%, il est géré par les agriculteurs. Donc, on a la première réponse à notre question, c'est bien voilà, la part non agricole, je dirais, de la gestion des linéaires de haies dans ces bassins est assez faible. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a 14 km seulement qui sont gérés par des non-professionnels, des catégories socio-professionnelles hors agriculteurs et ayant un linéaire de plus de 250 mètres. Donc, voilà, c'est très, très faible. Et tous les autres, ils ont des très, très petits linéaires et ce sont des CDE autour de leur jardin ou de leur propriété. Donc, les agriculteurs gèrent 90% du linéaire de haies et toujours sur les plus grands linéaires, évidemment. C'est ce que montre le graphique juste en dessous.
Alors, je passe sur cette partie des perceptions qui a été un gros travail qui a été mené par Fanny. Je dirais la présentation ici est assez explicite, donc, et elle sera dans le diaporama, donc elle pourra être revue après, mais je passe ici pour des raisons de temps. Alors, intéressons-nous maintenant à ces suppressions de haies. Donc, suppression de haies qui sont variables d'un bassin à l'autre, et on n'est pas étonné de voir que c'est sur le tortillon que cette suppression est la plus importante. Et globalement, sur l'ensemble de l'échantillon, eh bien, il y a à peu près 31% des personnes qui déclarent avoir déjà fait disparaître des haies. Alors, évidemment, quand on prend uniquement l'échantillon d'agriculteurs, on se rend compte que la moitié des agriculteurs ont supprimé des haies. De la même manière, on a à peu près pour la même surface autant d'agriculteurs qui n'ont pas supprimé. Alors, quand on demande aux agriculteurs quelle est leur motivation première, c'est d'une part parce qu'elles étaient gênantes, premièrement. Ensuite, parce qu'elle nécessitait un temps d'entretien trop important. Et puis, troisième réponse assez fréquente, c'est qu'elles étaient dégradées, elles étaient malades. Donc, c'était ce qui explique qu'elles aient été supprimées. Alors, en ce qui concerne le linéaire, on voit que c'est souvent des petits linéaires inférieurs à 500 mètres pour la plupart des agriculteurs. Par contre, on peut avoir, pour quelques cas, des suppressions de haies plus importantes qui peuvent atteindre 3 km. Alors, difficile de donner une profondeur temporelle. Là, c'est du déclaratif. Donc, on ne peut pas dire si c'est sur 1, 2, 3 ou 5 ans, évidemment. Parmi les agriculteurs qui ont supprimé des haies, très massivement, et ça rejoint les propos de Thibaut tout à l'heure, très massivement des personnes qui ont augmenté leur surface, qui ont agrandi leur surface, agrandi leur exploitation. Avec une principale motivation systématique, c'est augmenter la production de lait, et 3 motivations secondaires très fréquentes: améliorer l'organisation du parcellaire, augmenter la production céréalière et atteindre l'autonomie fourragère. Donc, très concrètement, évidemment, ces 3 motivations ont des impacts très nets sur l'évolution du réseau de haies et contribuent clairement à sa diminution. Alors, si on regarde quelles sont ces exploitations, si on essaie de voir un peu quelles sont leurs caractéristiques. Alors, ce n'est pas du tout lié à l'âge des exploitants. La taille des exploitations n'est pas flagrante non plus, quoique, vous voyez, il y a à peu près, la moyenne là est à plus de 90 hectares, donc il y a 10 hectares d'écart entre ceux qui suppriment des haies et ceux qui ne le suppriment pas. Par contre, il y a une variable qui est là très nettement corrélée, c'est le taux de propriété. Là, chez les exploitants qui arrachent des haies, le taux de propriété, il dépasse les 40%, alors que tout à l'heure, vous voyez qu'en moyenne, il est plutôt aux environs de 25%. Pour ceux qui n'arrachent pas de haies, alors parmi ceux-là, il y en a une bonne partie qui se sont agrandis également. Et donc, je dirais, l'agrandissement est un moteur tellement important et puissant à l'échelle de ces bocages qu'on peut aussi avoir des gens qui s'agrandissent et n'arrachent pas de haies. Par contre, ça se sent dans leur motivation, puisque quand on leur demande pourquoi est-ce qu'ils se sont agrandis, la plupart du temps, c'est préparer l'installation d'un associé, reprendre l'exploitation, et sur les 11 agriculteurs en question, aucun ne met en avant la restructuration parcellaire dans leur motivation. Donc, ce sont des fermes qui sont un peu plus petites et qui sont très majoritairement en fermage. Et quand on interroge sur leur considération par rapport au réseau de haies, comment ils perçoivent les choses, beaucoup considèrent que gérer les haies, ça fait partie de leur métier et que l'autre motivation peut être un moyen, dire que c'est un moyen de limiter l'emprise des haies, donc ce qui justifie leur travail. Alors maintenant, sur la plantation de haies, c'est un peu ce qui est assez surprenant, il y a plus de haies plantées que de haies arrachées, en fait. Il y a 30 km de haies replantées et les motivations sont à peu près équivalentes d'un bassin à l'autre. La première raison qui arrive en général, c'est de réaliser un brise-vent.
Donc, l'aspect microclimatique de la haie reste un des facteurs premiers, suivi d'une volonté personnelle, une sensibilité environnementale. Et puis, après, on peut avoir d'autres raisons qui apparaissent. Alors là, évidemment, c'est pour l'ensemble de l'échantillon. Par contre, pour les agriculteurs, il y a par exemple 9 agriculteurs qui, à eux seuls, qui ne plantent pas sur 37. Donc, c'est assez réduit. 28 agriculteurs plantent des haies et ils ont planté plus de 25 km sur les 30 au total. Donc, comme pour l'arasement des haies, leur plantation est fortement dépendante de la profession agricole. Alors, en général, on a plutôt des petits linéaires également qui sont plantés, inférieurs à 500 mètres. Par contre, on a 9 agriculteurs qui plantent au total 18 km à eux seuls. Donc, c'est vraiment c'est les bâtons verts que l'on voit dans le haut du graphique, c'est-à-dire qu'eux, ils sont vraiment dans une logique de plantation importante. Et alors, on pourrait se dire, bon, ben voilà, 11 km arrachés et 30 km plantés, le bocage est en train de se reconstituer. Et là, je pense qu'il faut vraiment attirer l'attention sur c'est des actions individuelles qui vont porter sur 4 ou 5 agriculteurs. Donc, il faut bien faire la différence entre la densité de haies à l'échelle du bassin, de sa répartition spatiale et de ses qualités en matière de connexion et des services rendus. Donc, l'inscription spatiale se fait là plutôt sous forme de petits litages locaux sur des actions individuelles. Alors, quand on regarde les motivations de ces agriculteurs qui ont planté 18 km de haies à eux seuls, les 9 agriculteurs, donc il y a toujours la volonté personnelle et sensibilité environnementale qui apparaît, qui est un moteur fort. Et puis, aussitôt après, passe devant toutes les autres raisons la volonté de produire du bois, y compris pour la vente. Donc là, c'est aussi un moteur important de plantation des haies. En ce qui concerne maintenant l'entretien des haies, alors quand on prend l'échantillon global, on voit que la forme la plus classique, c'est le lagage latéral et sommital. Donc là, c'est principalement l'entretien de haies, notamment autour de propriétés ou de jardins. Donc, très clairement, on voit que la pratique agricole est totalement différente, puisqu'on voit là apparaître de l'émondage, la taille de formation, du balivage ou du recépage, qui devient plus important dans la pratique d'entretien des haies, contrairement aux autres enquêtés ou aux autres répondants. Alors, en ce qui concerne maintenant le mode d'entretien et comment ils perçoivent un petit peu les choses, voilà, les deux principales raisons, c'est tout d'abord un moyen de limiter l'emprise des haies, et c'est pour ça qu'on les entretient, et puis perçoivent ça plutôt comme une corvée et une perte de temps et d'argent. Et puis, à l'inverse, on a 36% des répondants, des agriculteurs, qui considèrent que ça fait partie de leur métier. Donc là, on voit une opposition entre la perception de l'action sur ces linéaires de haies et on va voir que ça va persister dans l'analyse après sur les surfaces qui peuvent être concernées. Par contre, on voit que 34 agriculteurs, donc une très large majorité, font du bois de chauffage, notamment des bûches, et 8 parmi eux font du bois déchiqueté. Alors, en général, on voit dans toutes les réponses, quand on demande les fréquences d'intervention et autres, on voit qu'on a vraiment un entretien intensif, avec un retour fréquent, un broyage de pieds de haie. C'est une gestion assez dense. Donc, se dégage à partir de l'analyse de l'entretien des haies trois grands types. Il y en a 3 qui pratiquent un entretien totalement manuel et qui revendiquent que le fait que ça fait partie de leur métier et que c'est pour faire du bois. 9 qui pratiquent un entretien totalement mécanique pour 22 km, considèrent que c'est une corvée, une limitation il faut limiter l'emprise des haies. Et puis 24 qui ont des pratiques, je dirais, beaucoup plus variés et parfois qui peuvent paraître antagonistes. Ils arrachent beaucoup de haies, mais d'un autre côté, ils considèrent que c'est une corvée, mais d'un autre côté, également, ils plantent et ils souhaitent faire du bois. Donc, parfois, on a du mal à suivre la trajectoire et les volontés de ces agriculteurs. C'est un peu emmêlé et il faudrait prendre un petit peu plus de temps pour vous présenter un peu les différents cas de figure. Mais en tout cas, ça représente la majorité, 119 km. Alors, en ce qui concerne l'avenir de ces réseaux de haies, eh bien, ce qui est réconfortant, c'est que l'on voit que la première volonté d'avenir, c'est de replanter
de continuer à replanter des haies, ce qui représente ici, ceux qui pensent ça, ils gèrent actuellement déjà plus de 60 km de réseau de haies, donc ça ouvre des perspectives. Et puis les autres réponses, c'est modifier les façons d'entretenir les haies et la volonté de valoriser le bois pour la revente. Donc il y a une attitude, je dirais, pas du tout de délaissement, mais au contraire très proactive par rapport à ces haies. Et puis pour conclure, donc on a essayé de mêler un petit peu l'ensemble, c'est-à-dire à la fois les déclaratifs sur les réseaux de haies et puis sur les modes d'entretien, ce qui nous permet de mettre en avant 3 classes. Alors, c'est des classes qui sont totalement, je dirais, perçues ou même fantasmées par les agriculteurs, parce que c'est du déclaratif et en gros, ils déclarent que l'ensemble de leur réseau de haies, il est d'une seule nature, ce qui n'est pas possible. Dans une exploitation, on va avoir une grande variété. Et donc là, on a dans les déclarations un petit pourcentage qui déclare que leur exploitation est principalement dominée par les taillis. Et dans ce cas-là, ils pratiquent un entretien manuel ou mécanique et ils souhaitent faire un peu de bois de chauffage, mais brûler tout le reste, et ils envisagent surtout de la suppression. Donc, je dirais que là, c'est des gens qui ne sont plus intéressés par leur réseau de haies et qui les laissent dépérir ou les entretiennent de manière très intense. Et puis, un deuxième cas où là, on a des gens qui ont des trajectoires un peu complexes. C'est des gens qui entretiennent presque exclusivement à la fois manuellement et mécaniquement, qui souhaitent continuer à pouvoir arracher des haies, mais d'un autre côté, souhaitent aussi en planter. Donc, en fait, on a ici tout un corpus de personnes qui ont eu des pratiques et qui souhaitent les voir évoluer. Donc, c'est peut-être sur cet échantillon-là qu'il faut porter l'effort, parce que c'est peut-être parmi cet échantillon qu'il y a le plus d'exploitants prêts à entendre un nouveau discours. Et puis enfin, il y a tous ceux qui considèrent que toute leur exploitation est en taillis sous cuté, qu'ils entretiennent manuellement ou manuellement et mécaniquement, qui considèrent que ça fait partie de leur métier, qui souhaitent faire du bois de chauffage, qui souhaitent replanter, valoriser le bois de revente, à la revente, et qui, pour certains d'entre eux, envisagent un plan de gestion. C'est peut-être la catégorie qui, là, est mûre pour se lancer dans une gestion un peu multifonctionnelle des haies, et ça représente, vous voyez, quand même 43% des linéaires. Donc voilà où nous en étions arrivés, et j'ai passé la parole à mon collègue Sébastien pour justement sur la partie de tout ça, on a essayé de construire un peu une simulation pour essayer d'aborder ou de construire un outil d'aide. Et donc, je laisse la parole à Sébastien. Alors oui, merci, bonjour. Alors, je vais partager mon écran aussi. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon, pas encore en grand écran. Voilà, c'est bon là. C'est bon? OK. Donc, vers un outil de simulation, donc une première version, donc un prototype en fait de l'outil d'un outil qui va continuer à évoluer par la suite. Donc, je vais parler de plateforme de simulation. Alors, je pense que c'est pas évident pour tout le monde ce que c'est. C'est un logiciel qu'on fait tourner sur un PC actuel qui s'appelle NetLogo. Donc, il y a un logiciel qui est libre, qui est ouvert, qu'on peut utiliser, que tout le monde peut installer sur sa machine. Alors, cet outil, alors j'ai quelqu'un devant l'écran, voilà. C'est embêtant, désolé. Donc, cet outil, en fait, donc on a un environnement sur lequel des agents autonomes, en fait, vont circuler. Ils peuvent agir sur l'environnement, ils peuvent échanger des messages, ils peuvent réfléchir plus ou moins. Et en fait, ces entités, en fait, peuvent être plusieurs choses. Ça peut être des arbres, ça peut être des moustiques, des fourmis, des individus, des villes. Donc, la grande force, en fait, de ce qu'on appelle la simulation multi-agent, c'est de pouvoir représenter plusieurs choses et pour se faire dans un environnement. Et surtout, toutes ces entités vont pouvoir communiquer entre elles et agir sur l'environnement. Donc, ce qui est intéressant dans notre cas, c'est qu'est-ce que va être cet environnement? Donc on va pixeliser, quelque part, on va prendre le paysage tel qu'il est dans le bocage, on va le pixeliser. Vous le voyez là apparaître dans le petit carré sous forme de pixels. Et on a dessus l'usage du sol.
Et donc, sur ces pixels, on va représenter des entités qui sont pour nous des parties de haies ou des haies. Donc, chaque pixel va représenter une partie de haies. Donc, comment on modélise les haies? Donc, on va les représenter sur une grille, hein, ce que vous voyez, les pixels. L'idée, c'était d'intégrer une profondeur historique. Donc, on peut charger des terrains, des rasters, qui vont contenir en fait des linéaires historiques tels que vous a présenté Mathilde. Et sur ce linéaire historique, on va pouvoir positionner donc des parties de haies qui vont ensuite être regroupées pour former des haies. Donc, ces parties de haies, elles vont évoluer après dans le temps en fonction de ce que vous a décrit Daniel. Donc, pour de l'arrachage, du replantage, etc. Donc, l'idée de ce modèle, c'est d'essayer d'avoir la plus grande modularité possible pour pouvoir implémenter des stratégies différentes et variées. Donc, il nous fallait pour ça voilà, une conceptualisation de la haie qui soit assez flexible. Alors, comment on a modélisé la haie? L'idée, c'était de prendre le plus de cas en compte, hein, et on a choisi de raisonner par partie de haie. Donc, chaque pixel va représenter une partie de la haie. Et donc, une haie, ça va être un ensemble de pixels. Donc, pourquoi? Parce que, en fait, là, si je présente l'exemple que vous voyez, une petite haie qui est en violet, dans cet exemple, on voit qu'une haie est partagée sur 4 parcelles avec des propriétaires P1, P2, P3, P4. Et on voit que chaque partie de haie va avoir 2 faces. Donc, j'ai bien une partie de haie et cette partie de haie a 2 faces. Chaque face va avoir un propriétaire, donc représenté par la couleur ici. Et chaque face va avoir aussi une classe de haies. Donc, le numéro ici va représenter une classe. La classe 1, la classe 2, la classe 4, la classe 3, etc. Donc, on voit que finalement, notre haie peut être découpée de façon très fine en regardant par partie de haie, justement, pour chaque pixel. Donc ça va nous permettre de représenter soit des haies complètement homogènes, soit des haies complètement hétérogènes avec une répartition pour différents propriétaires. Donc l'idée derrière tout ça, c'est aussi de pouvoir calculer des indicateurs sur ces parties de haies, sur ces haies, des indicateurs de biodiversité et puis des indicateurs de connectivité, puisqu'effectivement, ces haies vont pouvoir être découpées. Et donc là, on voit l'intérêt de réfléchir par partie de haie, c'est qu'on va pouvoir enlever, par exemple, le milieu de cette haie et on aura effectivement une haie qui sera discontinue, ce qui a un impact aussi sur la biodiversité. Donc, comment ça se représente dans le modèle? Alors, comme je vais vous présenter le modèle après, mais là, j'ai fait une capture d'écran d'une fenêtre telle que ça apparaît dans la simulation. On voit nos petits pixels qui ont 2 couleurs, donc qui représentent chacun une face. Et la couleur ira rattacher au propriétaire de la parcelle. Donc là, on a du violet, du bleu et du jaune. Donc, on a trois parcelles avec des propriétaires différents. Et donc, on voit que chaque face est rattachée à un propriétaire. L'interface du modèle en 2 mots. Hein, donc là, on voit que c'est une boîte à outils. Hein. L'idée, c'est vraiment de construire quelque chose qui va pouvoir évoluer dans le temps et être adapté à tous les questionnements. Donc, on voit qu'on a des stratégies ici. On a des profils tels que les a expliqués un petit peu Daniel, avec des types d'extraction, des types de façons de couper le bois, hein, qui peuvent être des pratiques mixtes ou manuelles ou seulement mécaniques. On va pouvoir régler la proportion du nombre de parcelles qui vont pouvoir être exploitées, le nombre d'années sur lequel on va revenir pour couper ces parcelles, donc tous les 10 ans, tous les 5 ans. On a des indicateurs, donc on va pouvoir tracer la biodiversité puis l'âge des parcelles dans le cycle, dans le modèle au cours de son évolution. On va pouvoir colorer aussi et afficher des cartes pour voir, par exemple, où sont situées les parcelles qui ont le plus ou le moins de biodiversité, où sont situées les parcelles en fonction de leurs propriétaires, où est-ce qu'elles sont localisées spatialement, etc. Et donc, on a aussi la possibilité soit d'intégrer des terrains existants, ça c'est un travail en cours, soit de générer directement en utilisant des probabilités, on va pouvoir directement distribuer en fonction de l'usage du sol
une probabilité d'avoir une classe 1, une haie de classe 1 ou une haie de classe 2 ou une haie de classe 3. Donc là, j'ai mis dans le petit schéma, on voit qu'on peut raisonner sur ces probabilités et ventiler nos types de haies de façon pour jouer un petit peu justement sur l'aménagement, enfin la répartition de ces haies au niveau spatial. Donc le code, il est open source, il est librement modifiable et exécutable sur les PC avec ce logiciel NetLogo. C'est un délivrable de fin de projet, donc le code sera distribué à la fin du projet. Et l'idée, c'est de continuer à l'améliorer par la suite. Dans les perspectives, on a l'idée qu'a présenté Daniel, c'est de pouvoir replanter, arracher les haies. Et pour le moment, on a une gestion qui se fait plutôt du point de vue de la haie, c'est-à-dire que les haies sont sur des parcelles, les parcelles appartiennent à des agriculteurs, mais la stratégie en fait de gestion de la haie, elle est attachée à la face de la haie, c'est-à-dire que chaque haie va avoir une face et elle va avoir un mode de gestion qui sera associé au type de haie qui est à cette localisation. Donc, si j'ai une haie de classe 1, je vais plutôt appliquer le profil de gestion 1. Si j'ai une haie de classe 2, je vais avoir le profil de gestion 2, etc. Et donc maintenant, on aimerait que ce soit l'agriculteur qui reprenne un petit peu le pilotage et que lui, il puisse agir en fait sur qu'est-ce qu'il va mettre en place comme stratégie au niveau des haies, voire même comment il va faire évoluer le profil de ces haies. Donc, je vais quitter le partage d'écran et puis je vais essayer de faire une démo sur les 5 dernières minutes qui me restent. Alors, je stoppe le partage et puis je repartage cette fois-ci le logiciel. Voilà, est-ce que vous voyez bien le logiciel? Oui. OK. Donc là, vous voyez, il y a plein de boutons. Donc, vous voyez ma souris aussi, a priori. Oui. Donc, vous avez les stratégies en haut à gauche. Donc, on peut régler. Tout ça, c'est des sliders, ça, c'est des petits boutons. Donc, on peut régler le type d'extraction qu'on veut en fonction du profil. Donc là, on a 3 profils. On a un profil mixte dont a parlé Daniel, qui va être sur la classe plutôt on va agir sur les haies de classe 2. Le profil 2, qui est plutôt le désintérêt, va agir sur les haies de classe 1. Et puis le profil 4, qui va agir sur les haies de classe 3. Et donc, chacun, c'est un mode de gestion différent avec des modes d'attaque de la haie qui sont différents, soit mixtes, soit manuels, soit mécaniques. Donc, on peut jouer avec tout ça pour tester comment ça va impacter le paysage. Donc, je vais lancer la simulation. Donc, ah oui, peut-être parler des indicateurs. Donc, en haut, vous avez les indicateurs avec la façon dont ils sont calculés et donc les probabilités. Donc là, si je lance, on peut régler aussi le nombre de gestionnaires. Donc là, j'ai lancé avec 5 gestionnaires. Je peux les visualiser par parcelle. Donc là, chaque couleur va représenter un gestionnaire de parcelle. Et je peux aussi voir l'attribution, comment est faite l'attribution des haies en fonction du propriétaire de parcelle. Donc, je clique sur ça, et puis je vais cliquer sur celui-là, celui-là, c'est voilà. Donc là, on voit, alors vous voyez, c'est ce que j'ai présenté en capture d'écran tout à l'heure, on voit les haies et puis vous voyez, chacune des faces est représentée par un rectangle auquel on attribue en fait un propriétaire. Chaque face a un propriétaire qui correspond à la parcelle conséquente. Donc, je peux régler le nombre de gestionnaires. Voilà, je peux en mettre seulement 3. Donc, je recalcule. Donc, voilà. Donc là, j'ai plus que 3 couleurs. Donc ça, c'est voilà, on peut afficher des indicateurs. Je peux regarder où sont situés les différents types également de haies. Donc le type 1, par exemple, va apparaître en rouge. Là, c'est le type 2. Voilà. Et enfin, le type 3, la classe 3, en fait, de haies. Donc, on peut voir où sont localisées par rapport à mes probabilités les différentes classes de haies dans le paysage. Donc, ensuite, je peux lancer la simulation et voir qu'est-ce qui se passe. Je peux visualiser, par exemple, je cherche là, voilà, je peux visualiser le statut de mes haies au cours de la simulation. Donc, je vais lancer, voilà, et donc là, j'ai lancé un premier pas de temps, donc il s'est écoulé 1 an, et on voit
que sont apparues des nouvelles couleurs. Donc, il y a du bleu, du orange et du jaune. Donc, quand la haie apparaît en rouge, ça veut dire que sur une des faces, enfin, ça apparaît par face, hein. Si ça apparaît en rouge, du coup, c'est que la haie a été coupée. Si elle apparaît en orange, ça veut dire qu'elle est passée du statut de coupée en réparation. Donc, elle n'est plus disponible à la coupe. Et enfin, en bleu, elle est en train de grossir. Donc, elle augmente, enfin, en gros, elle continue sa vie, quoi, sans qu'il se passe rien. Donc, on peut faire évoluer dans le temps, voilà. Vous voyez, petit à petit, les agriculteurs, comme ils sont dans un mode de gestion, ben, ils vont parcourir l'ensemble de leurs haies de façon en rotation, hein. Donc, ils vont essayer d'exploiter toutes les haies qui sont encore disponibles à la coupe avant de revenir sur un statut où toutes les haies ont été coupées, donc on revient à zéro. Et donc, on va avoir, voilà, on peut observer les cycles qui peuvent se faire. Et vous voyez que l'âge dans le cycle se modifie, hein, puisqu'on fait des prélèvements à chaque fois qu'on coupe. Et la biodiversité en est également impactée. Donc, une fois donc là, on est à 20 ans à peu près. Et je peux regarder qu'est-ce qui se passe en termes de biodiversité. Donc là, maintenant, j'affiche, vous voyez, la biodiversité. Donc, du vert, on part du vert qui est une biodiversité avec un score de 20, jusqu'au rouge qui est une biodiversité avec un score inférieur à 4. Alors, comment on a calculé la biodiversité? Ben, c'était une proposition, hein, évidemment, ça va évaluer, c'est un score. On a pris en compte à la fois l'âge dans le cycle de coupe et le type de coupe qui est effectué. Donc, une coupe mécanique va réduire le score de biodiversité de 75%, celui mixte de 50%, et si on fait une coupe manuelle, ça ne réduit pas le score. C'est juste que la haie ne va pas pousser pendant cette année-là. Donc, au départ, vous voyez, si je relance la simulation, au départ, on a une répartition par âge qui est voilà, avec une moyenne autour de 10 ans. Et on a voilà, une répartition aussi de la biodiversité qu'on va voir évoluer dans le temps en fonction des coupes. Vous voyez que les distributions, elles changent. Et donc, on peut observer que la biodiversité, on a quand même une réduction, hein, du coup du score qui est donc dépendant effectivement à la fois de la façon dont c'est calculé et puis des coupes qui sont effectuées. Donc, l'intérêt de cet outil, hein, c'est que évidemment, on peut tester les différentes stratégies en modifiant les fréquences de coupe et puis la proportion du parc qui est coupé par an. Et donc, évidemment, c'est un prototype. Il y a encore plein de choses à ajouter, à tester. Et notamment, voilà, comme je disais, de remettre l'agriculteur comme étant un pilote et puis de le replanter et puis arracher. Ça, c'est des choses qu'on a envie d'ajouter parce qu'on voit que ça a un impact, hein. Il en a pas mal parlé, Daniel. Et la connectivité, qui pour le moment elle est pas encore calculée, mais toutes les haies sont traitées sous forme de réseau. Donc, on va pouvoir savoir quand est-ce qu'une haie va être discontinue et pouvoir lui donner un indicateur aussi de connectivité et pouvoir l'afficher de la même façon que la biodiversité. Voilà. Et puis, merci de votre attention.